L'analyse d'un tissu, c'est quoi? C'est d'abord, on en a parlé hier, c'est effectivement l'approche morphologique qui va décliner toutes les techniques d'immunohistochimie qui sont appliquées aux coupes tissulaires, mais qui impliquent ce qui a été débattu hier, à savoir toute la préparation du tissu avant que celui-ci soit mis sur les lames histologiques que vous verrez après au microscope. Donc ça peut être la congélation, comment congeler, dans quelles conditions, combien de temps. La fixation, on a vu avec Philippe Rochet les différents types de fixateurs et à quoi on pouvait s'attendre lorsqu'il y avait trop de fixation, pas assez de fixation, comment fonctionnait la fixation réellement. Donc ça, ce sont des critères qui sont très importants, à la fois pour le morphologiste bien sûr, mais pas spécialement pour le morphologiste, parce que depuis à peu près une quinzaine d'années, l'étude morphologique qui est indispensable, qui reste indispensable, je ne vais pas dire le contraire parce que les pathologistes vont me tomber dessus, et ils auront raison, mais on est parti dans une autre démarche qui est plus une démarche de pathologie moléculaire, à savoir que de l'analyse morphologique, on va passer à une analyse moléculaire, l'analyse in vitro ou l'analyse des tissus qui sont récupérables, entre guillemets, qui sont récupérables en fonction de la façon dont le tissu a été traité pour une analyse morphologique. Parce qu'avoir une très bonne morphologie ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une très bonne analyse moléculaire. C'est souvent l'inverse. Par contre, une bonne analyse moléculaire nécessite une bonne morphologie. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et bien sûr, cette approche moléculaire, c'est l'étude des produits dérivés et toute la catégorie de ce qu'on peut attendre, ADN, ARN, tout le omique, entre guillemets, qui peut se décliner. De façon plus directe, qu'est-ce qui se passe? On a deux modes d'action pour l'approche du tissu, soit le prélèvement tissulaire. On a vu aussi hier dans quelles conditions ça pouvait se faire. Éric de Kerviller vous en a parlé, avec les biopsies qui sont faites maintenant de plus souvent sous le contrôle de l'imagerie, ce qui nous permet d'avoir des échantillons de très très petite taille. Le problème, c'est que ces échantillons de très petite taille sont beaucoup plus fragiles, parce que s'il y a un échantillon, un produit dérivé qui dedans est en très petite quantité, plus le tissu est petit, plus il va être fragile, plus on va avoir de chances de le perdre. Si la quantité de tissu est plus importante, la perte risque d'être noyée ou a plus de chances d'être noyée dans l'ensemble du signal, et on arrivera quand même à sortir un signal. Et effectivement, sur ces petits fragments qui font de l'ordre de 2 mm, voire parfois moins, on nous demande le maximum de résultats en termes de biologie moléculaire. Le prélèvement tissulaire, d'abord, on va localiser, bien sûr, faire une observation microscopique, et puis les techniques qui s'en déclinent, le tunnel pour l'apoptose, l'immunohistochimie, l'hybridation in situ, ça c'est classique. D'un autre côté, on peut prendre le prélèvement tissulaire et faire simplement un traitement chaotropique en fonction de ce qu'on veut aller rechercher, l'extraction. Donc ça peut être le tampon de Lise, ça peut être le tampon de PCR directement, ça peut être le tampon de charge de l'électrophorèse, donc tout ce qui se décline et qui va nous permettre d'aller vers l'omique. Là, on a deux voies. La microdissection relie ces deux voies, à savoir qu'on va avoir une observation microscopique, on va arriver à déterminer un type cellulaire qui nous intéresse par rapport à un autre, ou plusieurs types cellulaires, ou une région cellulaire, et c'est cette région-là, ou ces types cellulaires-là, qu'on va après pouvoir extraire de façon beaucoup plus fine, et de façon adaptée, dans la mesure où l'extraction, telle qu'on l'avait avant, l'extraction c'est du lourd, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tissus, on peut se permettre entre guillemets d'en perdre, donc on a une activité et un protocole qui est déjà bien défini. Lorsqu'on passe par la microdissection laser, c'est l'inverse. On a très peu de tissus et on a une technique qui s'applique aux gros tissus. Donc il faut qu'on trouve le protocole ad hoc qui va nous permettre d'ajuster en fait ces techniques à la quantité de tissus. Alors j'ai coutume de dire, pour arriver à avoir à peu près le bon profil, le bon protocole, c'est de prendre un tissu sur lequel on va travailler, mais qui n'est pas un tissu de bonne importance, c'est-à-dire qui n'est pas précieux, qui est proche de la texture de celui que vous allez étudier, de faire une dizaine de coupes à 10 microns dans un tube à essai et de faire votre technique classique, d'avoir un résultat. À partir du moment où vous avez votre résultat, vous diluez cette quantité jusqu'à ce que vous n'ayez plus de résultat. Vous êtes dans les limites de la technique. Et en microdissection, c'est cette quantité-là qu'il va vous falloir obtenir. Donc c'est un peu prendre le problème à l'envers, de voir jusqu'où la technique peut descendre, et à partir du moment où on a cette valeur-là, on remonte avec la microdissection pour optimiser et pour avoir le maximum de tissu. Alors de façon un petit peu humoristique, je pense que c'est une phrase qu'on connaît, donc là c'est l'inverse. On obtient ce que l'on voit, c'est-à-dire ce que l'on voit sur le microscope, c'est ce qu'on va obtenir après dans les analyses de biologie moléculaire de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus précise surtout, parce que là on peut différencier une cellule d'une autre cellule. De façon, alors bon, bien sûr la microdissection c'est quelque chose qui est assez large, qui n'est pas réellement encore reconnue comme une technique de premier plan. C'est encore une technique complémentaire, j'espère que ça va évoluer un petit peu, mais ça touche vraiment un domaine très très large de la recherche, la clinique, la biophysique, la biologie moléculaire bien sûr, les biotechnologies, toute la déclinaison omique
est à prendre en considération. Bon, bien sûr, ADN, ARN, billes en tête, protéines un peu moins et avec certaines contraintes parce qu'il faut passer beaucoup plus de temps en mettant l'ARN de côté, mais la protéomique, il faut quand même passer beaucoup plus de temps parce qu'on n'a pas le moyen d'amplifier les protéines, comme c'est le cas pour l'ADN, enfin pour les acides nucléiques ADN ou ARN, où à partir d'une copie ou de 2 copies, on peut démultiplier de façon assez importante la quantité de produits dérivés initial. Avec la protéine, on ne peut pas. En plus, il faut considérer les différents détergents qui peuvent être utilisés, qui peuvent être drastiques, qui peuvent être mauvais pour les technologies de biologie moléculaire que vous avez fait avant. Donc ça, c'est une autre problématique. Ça touche bien sûr la physiologie, le développement, les pathologies, et ça touche également le monde animal et végétal. Il y a de plus en plus de laboratoires qui travaillent sur le végétal, qui se lancent dans les techniques de biologie moléculaire à partir de tissus microdisséqués. Alors là, c'est encore une autre étape, parce que le tissu animal, le tissu végétal, ce n'est pas la même chose. Donc les produits qui vont être utilisés pour récupérer ces acides nucléiques ne sont pas forcément les mêmes. Mais je pense qu'il faut arriver à avoir un consensus entre les deux et comparer les protocoles. Et le végétal peut avoir à apprendre certaines techniques au monde animal et inversement. De façon pratique, voici ce que vous pouvez observer sous le microscope. En fait, vous avez un panel de cellules. Celle-là, elle est un petit peu plus grosse que les autres. En fait, c'est une cellule tumorale. Et donc, il y a des petites cellules, des lymphocytes, une grosse cellule tumorale. Donc, il y a une hétérogénéité. Bon, ça, tout le monde le sait. Dans les tissus, quel que soit le tissu, il y a une hétérogénéité. On n'a pas le même type cellulaire dans tous les organes, ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites de la culture cellulaire, où là, vous avez un type cellulaire qui va pousser, qui va se différencier. Là, ce n'est pas le cas. Là, on a un mélange dans un organe. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller rechercher une cellule, donc en l'occurrence la cellule tumorale, pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dedans, essayer de comprendre son génome. Les petites cellules ne nous intéressent pas, il faut s'en affranchir. Nous, on veut la grosse cellule. Donc là, c'est une coloration simplement hématoxyline et eosine. Donc effectivement, la finalité, c'est d'avoir le maximum, enrichir en une population cellulaire donnée. Là, vous avez un marquage immunohistochimique, c'est la même cellule qui est ici. Et avec la technique de microdissection laser, en fait, on va délimiter cette cellule. Ça, on peut le faire autant de fois qu'il y a de cellules visibles, qu'on a repéré des cellules, parce qu'il y a certains artefacts. Ça, c'est un artefact ici. Mais autant de fois, on peut faire cette expérience et récupérer autant de cellules qu'on va arriver à les délimiter. Et une fois qu'elles sont marquées, il suffit simplement de la retirer et de la récupérer dans un tube, dans une capsule. Ça dépend des supports. Alors les supports, les voilà. En fait, la microdissection laser actuellement se décline essentiellement en 4 fournisseurs. Je dirais plutôt 3 parce que le quatrième, qui est le MMI CellCut actuellement en France, est plus qu'en perte de vitesse. Donc c'est un modèle allemand, je crois que c'est Micro Machine Instrument qui fait ce produit, qui est commercialisé en France par Nikon, mais de très très petites quantités. Ça doit être Olympus, je pense, dans le reste de l'Europe. Et vous avez les 3 autres systèmes. Celui qui est en démonstration, c'est le système Zeiss que vous avez pu voir fonctionner. Donc chacun ont leur capacité, ont leur qualité. Je pense que chacun de ceux-là ont un intérêt par rapport à ce que vous voulez faire. Les 4 font la culture cellulaire, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est venu se greffer sur le tissu. C'est à savoir qu'on peut faire une microdissection de cellules vivantes, récupérer une cellule, par exemple faire du clonage, récupérer une cellule qui a inséré le gène, la récupérer de façon unique et la repiquer dans un autre milieu, ça fonctionne relativement bien. Alors ceux qui connaissent mes présentations vont en avoir marre de voir cette image. C'est assez habituel. Bon, c'est extrait du Magicien d'Oz pour ceux qui connaissent ce film-là, mais je trouve qu'elle est assez illustrative de ce qu'on veut aller rechercher. Le follow de Yellow Brick Road, c'est en fait dans l'histoire du film, sans rentrer dans les détails, ils suivent une route qui les mène vers un endroit bien défini et c'est toujours la même. Alors il y a des routes de toutes les couleurs, mais il faut toujours suivre la même route jaune qu'on peut traduire par suivre le bon chemin en fait. Et je pense que la microdissection laser, c'est pas une fin en soi, c'est un outil qui est très bien, qui est très facile. Pour peu qu'on sait se servir d'une souris, ça suffit. C'est pas une grande, je dirais, il ne faut pas une grande formation pour ça. 1 heure, 2 heures, ça suffit amplement pour servir d'un microdissecteur. Après, l'expérience fait le reste. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe avant la microdissection. Et ça, c'est crucial. Et ça rejoint un peu tout ce qui a été discuté hier sur la préparation du tissu, donc sur les étapes préanalytiques. La qualité de la biopsie, bien sûr, c'est ce qui est le plus important. Vous avez la meilleure dissection possible, le meilleur outil possible, et ça a été débattu aussi même tout à l'heure avec Pierre Dubus sur
la meilleure image possible. Si le tissu à la base est de mauvaise qualité, s'il est mal conservé, s'il est mal préparé, vous aurez un résultat qui sera médiocre. Alors là, c'est particulièrement crucial parce que vous avez des quantités qui sont des micro-chouïas. Là, on est dans le micromol et beaucoup plus petit encore. On ne voit pas ce qu'on récupère. Et parfois, même, on n'a même pas la possibilité de le quantifier. Je pense notamment aux ARN. Lorsqu'on va faire une extraction sur des ARN, on l'a au fond du tube, on croit qu'on l'a. On espère qu'on l'a, mais on n'a pas le moyen de le vérifier. Et on a très peu de tissu, et le tissu initial est tellement précieux qu'on ne peut pas aller perdre, entre guillemets, perdre de l'échantillonnage à le quantifier, même si on utilise le nanodrop ou les techniques très fines. Ce qu'on va utiliser pour quantifier, c'est autant qu'on va perdre pour faire notre analyse. Et comme on est en quantité limite, même s'il y a une RT-PCR de qualité qui vient derrière ou une unité de PCR, on est quand même très limité. Donc il faut un protocole, et le protocole il est initié en fait à partir du moment où vous faites la biopsie. Alors quand c'est dans le laboratoire, c'est facile, si vous travaillez sur des animaux, vous êtes le chirurgien, donc vous prélevez, vous congelez, vous prélevez, vous fixez. Lorsque c'est du matériel humain, c'est différent, parce que là c'est le bloc opératoire. Et le bloc opératoire, on n'obtient pas les échantillons comme ça. Donc il y a une démarche à faire auprès de la radiologie, auprès des chirurgiens, pour les impliquer vraiment dans votre protocole et que vous puissiez avoir les échantillons le plus rapidement possible pour avoir justement cette qualité du prélèvement de base. Alors j'y reviendrai un petit peu après, et puis Philippe Rochet en a parlé aussi hier, c'est le temps d'ischémie qui est important. Donc ça aussi, entre le moment où vous faites le prélèvement et le moment où il va être fixé, où il va être congelé, si vous attendez 10 minutes, ça va encore, un quart d'heure limite, 1 heure, c'est pas la peine, il n'y a plus rien, selon l'ARN que vous allez rechercher ou selon ce que vous allez rechercher. Nous, dans le système que vous avez vu hier, le logiciel Tumorotech, on a un petit, alors je ne sais pas si Nathalie en avait parlé ou si Mathieu en avait parlé, Mathieu Barthélemy qui faisait la démo, mais on a une petite case dans laquelle on coche le temps entre le moment où l'échantillon est prélevé et le moment où l'échantillon arrive au laboratoire d'ANAPAD. C'est chronométré. Donc ça signifie que lorsqu'on va faire une étude a posteriori, on sait si ces échantillons ont été bien préservés à la base, et on sait à peu près quel type de travail ou quel type de protocole on peut faire. Si on travaille sur de l'ADN, on n'a pas trop de soucis à se faire. Si on travaille sur de l'ARN et qu'on voit que ce temps est supérieur à 10-15 minutes, on se dit, on va le faire, mais par rapport à ce qu'on veut rechercher, on a un risque de ne pas avoir le résultat attendu. Et on peut se poser la question de se dire, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'échantillon qui n'était pas bon, ou est-ce que ça vient de la technique où il y a eu un biais à ce moment-là? Donc ça, c'est quand même quelque chose où il faut vraiment avoir ça en tête. Le protocole démarre à partir du moment où le prélèvement est fait, pas à partir du moment où ça arrive dans votre laboratoire. C'est vraiment très crucial. Les traitements, donc ça aussi on en a parlé. La congélation, rapidité d'exécution, donc là on revient sur le temps d'ischémie. Il faut que ça soit congelé le plus rapidement possible, qu'il n'y ait pas de réchauffement des échantillons, que ça soit bien annoté, bien préservé, donc le logiciel Tumorotech ou un autre logiciel est important. Dans les congélateurs sécurisés, c'est évident, contrôlés, et contrôle également du matériel qui est stocké dans les congélateurs en prenant des échantillons et en extrayant des ADN ou de l'ARN et voir où ça en est et ce que ça donne. Donc c'est quand même un gros travail qui est opéré ici. Traitement, bien sûr, il y a l'inclusion en paraffine. Donc je reviens sur ce qui a été dit hier, sur tout ce qui est fixation, quel fixateur utiliser, mais il y a aussi la durée de la fixation. Ça aussi, c'est important. Quand on a des petits échantillons, nous, sur la microdissection, le maximum, c'est 2 heures. Pas 12 heures, pas 24 heures. 12 heures, c'est un grand maximum. Mais 24 heures, alors le week-end, j'en parle même pas. Pourquoi? Parce que le tissu va être tellement fixé qu'il va être incoupable. Il va être très dur et la texture ne sera pas bonne pour une bonne morphologie. Donc ça aussi, c'est important de vérifier ça. Donc la nature du fixateur, formol, pas formol, alcool, pas alcool. Bon, ça, il y a une flopée, c'est à vous de voir, en fait, avec les résultats que vous allez obtenir et d'avoir le fixateur le plus optimal. La durée de la fixation, j'en ai parlé. Ce qu'il n'y a pas là-dedans, c'est la coloration aussi qui est importante. Alors certains systèmes de microdissection, alors je ne sais pas si tous le font, mais il y en a au moins quelques-uns qui le font, vous pouvez faire de la microdissection sans coloration. Alors bon, ça peut dépendre aussi du tissu. Le tissu est facilement repérable. C'est ce qu'on appelle une lame blanche, en fait, c'est une lame qui est simplement coupée, déparafinée ou simplement décongelée, coupée au cresta, et il n'y a pas de coloration dessus. Si ce sont des structures qui sont faciles à repérer, vous n'avez pas besoin de coloration. Quand c'est un petit peu plus compliqué, la coloration, elle est obligatoire. Mais quel type de coloration aussi? Est-ce que c'est la coloration classique qu'on a en ANAPAD, c'est-à-dire les méthoxylinéosines? Est-ce que c'est une autre coloration? Ça peut être du bleu de toluidine, ça peut être du chrysol violet. Donc il y a beaucoup de colorants qui peuvent être utilisés. Donc là aussi, savoir quel est le bon,
par rapport à ce que vous avez recherché, par rapport à l'étude que vous faites dessus. L'avantage de certains systèmes, c'est qu'on a la possibilité de faire sur des coupes serrées, donc des coupes 2 ou 3 coupes qui se suivent, on est sûr à peu près d'avoir les échantillons placés au même endroit, c'est de colorer la première coupe, la mettre entre lame et lamelle, de façon à avoir aussi une bonne visibilité. Et l'appareil, lui, va prendre des points de repère en termes de référence, et ces références, il va pouvoir les reporter après sur les coupes qui ne sont pas colorées. Donc ça vous permet d'avoir le même résultat sans la coloration, donc vous affranchir de ces colorants, parce qu'en fait, si vous prenez l'hématoxyline éosine, vous en prenez un deuxième d'un autre fabricant, ce n'est pas du tout le même produit. Donc ça aussi c'est important, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne saura jamais parce qu'on ne veut pas nous le dire. Et puis ça peut interagir, en fonction des quantités qui sont très petites de ce que vous utilisez, ça peut interagir. Donc ça aussi c'est important de le vérifier. Donc ça, ce sont les étapes importantes, impératives, avant de microdisséquer. Et une fois que vous avez microdisséqué, on passe à l'analyse moléculaire. Alors là encore, bon, je ne vais pas détailler, bon, ça a été fait un petit peu ici, mais l'analyse moléculaire, ça implique aussi qu'est-ce qu'on va faire, quel kit, j'allais dire, on va utiliser. Alors j'aime pas trop cette appellation de kit, parce que le kit, bon, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, c'est un peu le côté presse-bouton, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait qu'il faut 5 ml de tel produit plus 2 ml de tel produit, et on secoue un petit peu et on a le résultat. Mais qu'est-ce qui se passe dedans? C'est un peu limite. Donc en général, quand on va faire une analyse moléculaire et quand on va chercher de l'ARN, il y a une technique qui est la technique de base, qui est la technique de Chomsky et Saki, qui date des années je ne sais plus combien, qui a été repris en 2006 dans Nature Protocol, donc c'est le même mais qui a été réactualisé, qui est vraiment la technique de base, c'est-à-dire la technique isolation isothiocyanate de guanidine, chloroforme, isopropanol. Donc toutes les techniques, c'est un peu le principe du trisol en fait, hein, qui est, je pense, la solution utilisée de façon la plus courante, mais il faut rester à peu près sur cette base et être quand même un peu prudent par rapport à l'utilisation des kits. Bon, je ne vous demande pas de revenir à l'époque du dinosaure où on préparait tous les produits, c'est évident. Mais il faut quand même aussi être prudent par rapport aux résultats que vous obtenez et par rapport à la façon dont vous l'avez obtenu. Si vous obtenez le résultat que vous attendez, c'est très bien. Si vous n'obtenez pas le résultat que vous attendez, là, il faut se poser des questions. Soit la technique de base a posé un problème, soit l'hypothèse que vous aviez émise n'est pas la bonne, donc ça, il faut réviser. Ou soit, alors ce qui est souvent le plus embêtant, soit vous êtes dans les limites de la détection des techniques que vous utilisez. Et ça, on passe souvent à côté. On se dit, où est-ce que j'ai péché? Vous avez péché nulle part, votre raisonnement est bon, le résultat est bon, vous ne pouvez pas le détecter tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne technique et que peut-être la technique n'existe pas encore parce que c'est entre des micro-chouillas qui ne sont pas utilisables et qui ne sont pas détectables à ce niveau-là. Donc voilà à peu près l'ensemble de ce que je voulais dire. Donc bien sûr, alors là c'est un peu général, c'est sur l'ensemble de ces 2 journées. Bon, bien sûr, je tenais à remercier le Cancéropôle, les membres du laboratoire auquel je suis rattaché, les services de l'Institut d'hématologie et également le service vidéo de l'Université Paris Diderot que je remercie, les services de l'hôpital Saint-Louis, donc le service de formation continue qui nous accueille ici, et les services techniques qui m'ont aidé à installer un petit peu tout. Et bien sûr, je remercie les 4 industriels qui ont accepté d'être présents, Zeiss, Sebac, Fluidigm et Eurobio. Merci beaucoup.